C'est parti. Je me sens tout petite aussi. Ah voilà, oui, c'est ça. Puis je vois mieux que les gens. Ouais. Donc une première question. Pour commencer, vous pouvez peut-être nous donner une définition personnelle de l'art contemporain et nous dire ce qui vous a attiré dans cette variété d'éléments plastiques au point d'en devenir l'une des meilleures spécialistes mondiales. Est-ce qu'on peut dire, c'est une hypothèse, que dans l'art contemporain, le travail sur le concept domine plus fortement qu'avant dans l'histoire de l'art, le travail sur la matière? Alors, je risque de vous décevoir parce qu'en fait, je pense que c'est de plus en plus difficile de donner vraiment une définition de l'art contemporain. Alors, je le dis ayant écrit plusieurs livres qui portent dans leur titre l'expression art contemporain. Alors, j'ai expliqué pourquoi c'est devenu difficile aujourd'hui. C'est que, disons que, à partir de la période des années 60, en fait, on a en effet délimité comme étant l'art contemporain des formes d'art qui étaient, disons, qui utilisaient des matériaux inhabituels, qui prenaient des formes inhabituelles, qui n'étaient pas les formes traditionnelles des arts plastiques, et qui le faisaient en quelque sorte dans le prolongement, l'héritage de ce qui est alors l'art moderne. Et donc il y avait une césure qui correspondait à peu près aux années, fin des années 50, années 60, une césure qui faisait que, voilà, on considérait que les pionniers de la peinture abstraite, comme Kandinsky ou Malevich, et jusqu'aux Américains comme Jackson Pollock, ou les grandes figures de la scène française comme Picasso, Matisse, et puis jusqu'aux grandes figures. Actuellement, on peut voir Jean Aignon au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, par exemple. C'était l'art moderne. C'était des gens qui avaient mis en place une nouvelle façon de représenter la figure, ou qui s'en étaient au contraire libérés. Et puis qui avaient aussi constitué ce qu'on appelait les avant-gardes, c'est-à-dire des mouvements souvent portés aussi par une volonté idéologique, politique, et qui voilà, permettaient à un moment donné de regrouper les individus, d'avoir une action commune, et puis souvent après ça se dispersait. Donc ça, c'était la modernité. Et ce qu'on a appelé l'art contemporain, c'était les artistes qui travaillaient dans cette suite, comme ça, avec cette idée justement de rupture par rapport à la tradition, de tentative d'inventer des manières nouvelles de s'exprimer et de faire appel, pour ce faire, à des outils qui étaient nouveaux, qui pouvaient être des objets manufacturés. Et en effet, sur le modèle de ce qu'avait fait Marcel Duchamp, en exposant un objet acheté dans un magasin, et puis qui touchait aussi à la vidéo, à la photographie, qui mélangeait tout ça, etc. Et puis, les choses ont évolué de telle façon, et c'est peut-être ça que je voulais dire, c'est que en fait, ce champ de l'art contemporain, justement parce qu'il est très ouvert, qui permet en fait de s'approprier beaucoup de techniques différentes, a formé aussi un public peut-être plus curieux, qui est allé chercher aussi dans les marges. Et pour moi, un des grands phénomènes, par exemple, de ces dernières années, a été, on peut dire, je crois, maintenant, l'intégration dans ce champ de l'art contemporain de quelque chose comme l'art brut, par exemple. C'est-à-dire l'art qui est fait par des artistes qui sont souvent, qui n'ont pas reçu d'éducation artistique, qui parfois se trouvent en hôpital psychiatrique, par exemple. Bon. Et il y a eu tout d'un coup, mais ça aussi parce que les surréalistes se sont intéressés à ces formes d'art, nous avons intégré dans ce qu'on appelle l'art contemporain des manifestations qu'on aurait auparavant rangées dans l'art brut. Mais ça va au-delà. Et là, je vous montrerai aussi peut-être un exemple, c'est que beaucoup d'artistes qui ont touché à la vidéo, qui ont fait ce qu'on appelle des installations vidéo, alors qu'ils avaient reçu peut-être une formation plus traditionnelle de peintre, par exemple, sont des gens qui ont évolué vers le cinéma. Ce qui fait que vous avez maintenant une porosité entre l'art contemporain
et le cinéma, y compris le cinéma diffusé en salle, ce qu'on appelle le cinéma industriel. Donc, vous voyez, je pourrais continuer comme ça, mais voilà, définir aujourd'hui l'art contemporain, je dirais que c'est un champ en expansion. Voilà, donc oui, c'est pas une vraie définition. Salvador Dali, que vous aimez beaucoup, je crois, vous pouvez dire un mot si vous le souhaitez, disait que Picasso a achevé l'art moderne, vous savez, cette distinction art moderne, art contemporain, vous pouvez aussi nous dire si pour vous elle a de la valeur ou pas. Il disait qu'il a achevé cet art moderne et qu'ensuite, bon, il fallait éventuellement trouver d'autres formes qui, de fait, se sont plutôt inspirés des travaux de Marcel Duchamp. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à la fois sur cette distinction entre art moderne et art contemporain, l'achèvement de l'art moderne par Picasso et Marcel Duchamp, si vous voulez. Oui, non, c'est pas. Enfin, disons, cette difficulté aujourd'hui à délimiter de manière un peu précise l'art contemporain, je ne relie pas à la pratique de Picasso, de Marcel Duchamp ou de qui que ce soit. Je pense que c'est plus un phénomène sociologique, je pense. C'est plus peut-être que justement cette. Bon, tout à l'heure je disais, je présentais l'art contemporain en quelque sorte comme l'héritier de ce qu'on appelait l'art moderne, voilà, de cet art en rupture avec ce qui avait été l'académisme, la tradition, etc. Bon. Maintenant, au contraire, forcément, le temps passant, sont apparues des générations d'artistes qui, en rupture par rapport à la rupture, avaient envie de retourner au musée et de recommencer à peindre comme on peignait au XIXe siècle ou encore plus avant. Donc en fait, c'est ça aussi qui s'est passé, qu'il y a le temps qui a passé. Et puis je pense que cet art contemporain touche à tout, comme ça. Il a formé aussi une curiosité du public. Et j'ai évoqué ça à l'instant, je pense que le public a commencé à regarder dans les marges de ce qui était l'art contemporain. Et c'est comme ça que ce public, et puis les collectionneurs, des marchands, etc., ont commencé à s'intéresser d'une manière plus précise à l'art brut. Mais en suivant aussi le regard des artistes. Ou des écrivains, c'est André Breton ou c'est Jean Dubuffet qui ont beaucoup écrit sur l'art brut, qui s'y sont intéressés. Donc voilà, et de même que des formes qu'on rangeait dans l'art contemporain, comme ce qu'on a appelé la performance, quand c'est le corps de l'artiste qui vraiment est porteur de l'œuvre et qu'il se produit directement en face d'un public, forcément, à un moment donné, ça crée des relations avec la danse, avec le théâtre, avec la musique. Aujourd'hui, là, par presse, on prépare tout un dossier sur l'art des sons. Donc voilà, l'utilisation du son dans des expositions, a priori, d'art plastique. Voilà. Donc c'est devenu très diversifié. Donc, alors, c'est en partie le sujet de votre dernier livre, en commencement, que j'ai ici. Vous êtes entré dans la vie active par des galeries d'art, très jeune, pratiquement dès 18 ans, en tout cas tout début de la vingtaine, sans beaucoup de volontarisme, d'après ce que vous racontez dans ce livre, en tout cas au départ, mais en tout cas avec beaucoup de disponibilité, en vous laissant un peu porter par les événements. Vous insistez beaucoup sur l'importance des rencontres dans votre vie professionnelle. Quelles sont ces rencontres qui vous ont particulièrement marqué et dans quelle mesure sont-elles une sorte d'école buissonnière aussi valable que des études plus académiques? En fait, cette ouverture qui a été la mienne, qui j'espère l'est encore, je crois que ça tient à l'origine, oui, au fait que j'ai pas été... je suis une autodidacte. Donc, je suis rentrée dans la vie active, professionnelle. J'avais pas le schéma dans la tête, quoi. J'avais pas d'a priori. J'étais donc assez ouverte pour m'intéresser à ces nouvelles expériences comme ça qui avaient lieu
dans le milieu de l'art contemporain. Et l'époque, c'est-à-dire la toute fin des années 60, le début des années 70, ça a été un moment de très très grande effervescence. C'est-à-dire que là sont nés tout un courant, plusieurs courants très expérimentaux dans le domaine de l'art. Il y a eu notamment ce qu'on a appelé l'art conceptuel, alors qui parfois réduisait vraiment au minimum l'aspect concret, physique des œuvres d'art. Bon. Et cela dans une intention en quelque sorte auto-réflexive. Vous savez, on pourrait comparer ça dans le domaine littéraire au nouveau roman, c'est-à-dire les écrivains, en tout cas pendant une période, les écrivains du nouveau roman, à la fois racontaient des histoires, mais d'une certaine façon, en même temps, racontaient comment on raconte une histoire. Voilà, il y a cette mise en perspective de sa propre pratique. Et les artistes conceptuels ont procédé un peu de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils étaient moins dans l'expression, la représentation, le désir de représentation du monde, ils étaient plutôt dans un moment de réflexion sur leur propre pratique, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est l'art, comment on peut définir l'art, où ça s'arrête, etc. Est-ce que le cadre qui encadre le tableau, il a une valeur ou pas de valeur, qu'est-ce qui se passe si on retire le cadre, etc. Bon. Donc, enfin, je simplifie comme ça, mais voilà, c'était cette période. Maintenant, pour ce qui était des rencontres qui ont compté pour moi, en fait, oui, bien sûr, les artistes avec qui j'ai pu être en contact d'emblée, voilà, à la fin des années 60, j'ai dû aller pour la première fois à New York rencontrer comme ça des jeunes artistes américains à la toute fin des années 60. Qu'est-ce que je veux dire? Non, pour moi, la première rencontre, c'est ce que je raconte dans Commencement, ça n'a pas été avec les artistes, ça a été avec des jeunes poètes. À la sortie du lycée, on allait prendre un Coca-Cola à la terrasse du café qui était en face du lycée. Et là, il y avait un groupe, je raconte, de jeunes gens un petit peu plus vieux que moi. Et ils étaient en train de manigancer quelque chose. Et ce qu'ils étaient en train de manigancer, c'était la sortie d'une revue de poésie. C'était des jeunes poètes. Et la revue s'appelait Strophe. Et je me suis voilà, accrochée à eux. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ils ont eu envie d'ouvrir une galerie d'art, parce qu'il y avait cette idée encore, justement, qui correspondait beaucoup à l'esprit des avant-gardes, que si on s'occupait de littérature, on s'occupait d'art aussi. Voilà, il fallait lier l'art et la littérature. Et donc, ils ont ouvert une galerie d'art, et il se trouve que moi, je vivais déjà en couple avec le garçon qui a dit c'est moi qui veux m'en occuper de cette galerie, voilà. Et c'est comme ça, je corrige un petit peu quand même votre introduction, j'étais pas galeriste. Je vivais avec un garçon qui était galeriste. Mais moi, je commençais déjà à publier dans la presse. Est-ce que vous pouvez développer ou revenir un peu sur cette effervescence artistique, ce bouillonnement culturel qui régnait en France, en tout cas en région parisienne, à la fin des années 60, et voilà, comment vous vous êtes retrouvés, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Alors, oui, oui, c'était une période très, très expérimentale. Alors, bon, des artistes que je cite, qui sont les premiers artistes avec qui j'ai été en contact quand j'ai commencé à travailler. Bon, il y avait les aînés. Je suis allée interviewer des artistes qui étaient déjà des gens assez reconnus. Mais enfin, c'est vrai, puisque on s'interroge souvent en premier aux gens de sa génération, je crois beaucoup à ça. Par exemple, un des premiers artistes que j'ai rencontré, dont j'ai visité l'atelier, c'était Jean-Pierre Reynaud. Alors Jean-Pierre Reynaud, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, c'est celui qui s'est fait connaître par des pots de fleurs rouges qui remplissaient de ciment. Bon, c'est une des toutes premières expositions d'art contemporain que j'ai pu voir dans une galerie. J'étais même pas encore critique, je n'écrivais pas encore. Et ça m'a beaucoup marqué. Et alors, voilà, je crois beaucoup rencontres comme ça, par affinité aussi biographique. Alors, je suis un jour allée visiter son atelier, parce que son travail m'intéressait. À l'époque, il faisait des œuvres comme ça, qui étaient des assemblages assez, assez cliniques, voilà, en utilisant des carreaux de faïence,
des objets très énigmatiques comme ce pot peint en rouge et avec à l'époque le numéro 3 inscrit dessus, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Il utilisait beaucoup aussi des panneaux de signalisation routier, les sens interdits par exemple, et il faisait des assemblages avec ça en mettant aussi des photos, une photo très, très impressionnante, je me souviens, qui m'avait beaucoup marqué d'un malade mental interné, et à l'époque on mettait dans une salle pour pas qu'il se fasse mal dans la paille, vous voyez, on enfermait les gens dans des salles complètement closes et on les mettait sur la paille, nus, pour pas qu'ils se fassent mal. Bon. Et donc je suis allée le rencontrer et il se trouve que on était originaires de la même banlieue parisienne, donc on a beaucoup sympathisé et je retrouvais dans son travail des choses qui me parlaient, par exemple le petit gravier blanc qu'on met dans les jardins, comme ça, dans certains jardins de banlieue, qu'il a beaucoup utilisé aussi dans son travail. Voilà, donc les choses se font comme ça. Pour moi, la rencontre avec Jean-Pierre Reynaud, ça a été très, très important. Puis une autre rencontre importante, c'est aussi avec un artiste français, mais qui à l'époque vivait déjà à New York, qui s'appelle Bernard Venet, qui expose beaucoup maintenant, actuellement en France, des sculptures, qui met en place des sculptures monumentales notamment. Et Bernard, vivant à New York, je l'ai rencontré à Paris, mais il m'a dit, tu sais, c'est lui qui m'a dit, il se passe des choses intéressantes à New York, on appelle ça l'art conceptuel, tu devrais t'y intéresser. C'est comme ça que je suis partie à New York pour rencontrer cet art conceptuel. Mais c'était, voilà, une chose que je dis, j'espère faire sentir dans le livre, c'était une période très expérimentale et très ludique. Les gens ne se prenaient pas au sérieux. Alors c'était, comment dire, il fallait à la fois beaucoup d'audace et trouver les moyens de réaliser certaines pièces, parce que quand je cite par exemple des œuvres comme celle de ces Américains qu'on a appelés du land art, et qui allaient creuser des choses dans le désert, dans un désert aux États-Unis, il fallait qu'ils trouvent les moyens, évidemment financiers, pour réaliser cette œuvre. Bon. Mais en même temps, c'était sans... Voilà, il n'y avait pas de retombées financières. Voilà, il fallait trouver les gens qui vous aient confiance, ça intéressait, c'était une expérience à faire, etc. Et puis il y avait ceux comme Vito Acconci, par exemple, qui lui faisait de la performance de body art et qui se mettait lui-même en public dans des situations un petit peu, des fois un peu étranges. Je ne sais pas si j'oserais raconter ça là maintenant. Enfin bon, si on me posait la question tout à l'heure, je répondrais. Bon, ou par exemple, voilà, un autre exemple français, et puis qui est peut-être plus facile à raconter. J'étais enfant de cœur une fois dans ma vie pour un artiste qui s'appelle Michel Journiac, il se trouve qu'il avait été séminariste avant d'être artiste, et il savait dire la messe. Et dans la galerie de Daniel Templon, donc le garçon avec qui je vivais à l'époque, il a organisé une messe de caractère un peu spécial, parce qu'on a consommé l'hostie, et l'hostie c'était du Bouddha réalisé avec son propre sang, hein, c'est un peu anthropophage. Voilà. Et il a dit entièrement la messe, comme ça, devant un public assez recueilli. Et l'enfant de cœur, c'était moi qui répondais. Voilà, il y a des photos, j'ai le petit missel. Voilà. Donc en fait, on faisait les choses d'une manière à la fois on était très convaincus par ce qu'on faisait, on pensait que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Et en même temps, on s'amusait beaucoup. Vous imaginez bien qu'en préparant voilà, cette messe, ça s'appelait Messe pour un corps, on s'est beaucoup amusé. Voilà. Je pense qu'il y avait cette... je pourrais citer Christian Boltanski aussi. Voilà, Christian Boltanski qui envoyait par la poste des petites lettres d'appel au secours. Alors c'était très déstabilisant la première fois que vous receviez ça. Voilà, vous disiez, mais il appelle vraiment au secours ou pas? Bon. Et puis en même temps, c'était comme un jeu, en fait. Voilà. Et bon, c'était... Moi, j'ai le souvenir, bon, il faut dire aussi, c'était des gens très jeunes.
c'est des gens qui se sont manifestés très jeunes, ils avaient 20 ans. Et donc ils avaient encore cet esprit un peu frondeur. Voilà, je vais faire un truc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer de le faire, on va voir comment les gens vont réagir. Voilà. Est-ce qu'un parcours tel que vous le décrivez dans le commencement vous semble encore réalisable aujourd'hui, où on a l'impression quand même que les choses s'institutionnalisent davantage? Moi, comme ça, intuitivement, j'ai l'impression que ce serait tout à fait improbable d'arriver dans ce milieu de l'art avec quand même pas mal de candeur et de fraîcheur, sans non plus avoir fait des études précises à ce sujet. Mais peut-être que c'était déjà exceptionnel à la fin des années 60. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours que vous décrivez et de sa possible réalisation encore aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est susceptible de dire des changements d'époque, notamment en ce qui concerne le milieu de l'art? Oui, c'est sûr qu'il y a une institutionnalisation très importante depuis. En même temps, c'est peut-être mon caractère optimiste. Je préfère penser que ce n'est pas complètement impossible. Ce qui serait plus difficile aujourd'hui, je pense, c'est de créer une revue comme nous l'avons créée en 1972, une revue art-presse d'art contemporain, sans gros moyens, ça, voilà, en partant la tête en avant. J'y vais donc avec Daniel Templon. Parmi ses collectionneurs, il y avait un jeune homme qui avait le même âge que nous, qui avait la chance d'être oisif, avec un peu d'argent, et que ça amusait aussi de se lancer dans cette aventure. Et on est parti comme ça, voilà. Et il n'y avait pas de concurrence, il y avait très très peu de revues à l'époque consacrées à l'art contemporain. Et voilà. Et l'aventure était. On pouvait se lancer dans cette aventure comme ça, sans trop réfléchir, sans faire des études de marché, par exemple, des choses qui seraient presque obligatoires aujourd'hui si vous alliez chercher un financement pour lancer une revue. Alors ça, oui, à mon avis, ça serait plus difficile maintenant. Et puis l'autre différence aussi, c'est que ces artistes que j'évoquais là à l'instant, ils étaient un peu dans la même situation que moi. C'était aussi des gens qui n'étaient pas forcément passés par une école d'art. C'était même très rare, en fait. Il y avait même cette idée que si vous aviez fait une école d'art, c'était un peu suspect. Donc, alors que maintenant, d'abord, il y a eu une grande modification de l'enseignement artistique. En France, il y a eu une réforme il y a déjà très, très longtemps, qui a fait venir des enseignants eux-mêmes peut-être plus ouverts à la modernité, aux avant-gardes, etc., qui ont essayé de transmettre ça à leurs étudiants. Maintenant, c'est très rare, au contraire, de voir arriver un artiste qui ne serait pas passé par une école d'art. Et puis, le milieu s'est à ce point densifié que l'école d'art, c'est pas seulement les gens, il faut être lucide, les gens ne passent pas par l'école d'art uniquement pour d'abord disposer, oui, bien sûr, ils disposent d'un atelier, ce qui est pas mal, c'est des fois difficile à trouver, un espace pour travailler. Ils disposent d'un atelier. Bon, ils ont aussi accès à des outils, à des matériaux. Quand il s'agit, par exemple, j'évoquais tout à l'heure la vidéo, un équipement vidéo, ça coûte un petit peu d'argent, donc l'école vous fournit ça aussi. Bon, il y a aussi un peu l'enseignement quand même des professeurs. Mais surtout, je crois, ça permet de se faire des relations. Je pense que l'école d'art aujourd'hui, ça sert beaucoup à ça, par l'intermédiaire d'anciens élèves ou par l'intermédiaire de professeurs, vous allez être mis en contact avec des professionnels et au sortir de l'école, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de chance. Voilà, dans cette prolifération d'artistes aujourd'hui, avoir un peu plus de chance de trouver le moyen pour exposer, de rencontrer les gens qui comptent, qui vont vous aider, etc. Et ça, c'est une chose qui est évidente pour tous les professionnels, c'est que l'école, ça sert à ça sert à démarrer une carrière. Bon. Alors voilà, j'ai répondu en partie, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'espère que c'est pas
que c'est pas non plus complètement fermé ce milieu. Alors en ce qui concerne la critique d'art, par exemple, nous au journal, on est très ouvert. Moi j'ai commencé à publier aux Lettres françaises parce qu'il y avait là un responsable des pages art qui s'appelait Georges Boudaille et qui faisait confiance aux gens très jeunes, y compris s'ils n'avaient pas de diplôme et s'ils étaient voilà, comme j'étais moi. Et ah bon, tu sais écrire, t'écris bien, ça t'intéresse, bah vas-y, tiens, va voir tel expo, tu me ramènes un papier. Bah, je dois dire qu'au journal, à la presse, on continue à fonctionner un petit peu comme ça. Il y a des gens qui nous écrivent, qui disent bah voilà, j'aimerais bien écrire sur l'art, ça m'intéresse, est-ce que vous accepteriez mes articles? Et puis on voit ce que ça donne. Donc on regarde cette ouverture, et moi j'ai vu arriver de très jeunes gens, par exemple, quelqu'un qui a fait une très belle carrière, qui fait une très belle carrière depuis, qui est Nicolas Bourriaud, qui a été responsable d'institution. C'est lui qui a créé le Palais de Tokyo à Paris. Il a publié ses premiers articles dans la presse et il n'avait pas reçu une formation spéciale pour ça. Comment est-ce que vous expliquez cette longévité de la revue Art Presse? Évidemment, on pense à ce que vous avez expliqué quant à ces moyens tout à fait modestes, en tout cas au départ. Je suppose qu'il y a eu de très nombreuses revues qui avaient les mêmes moyens extrêmement faibles et qui n'ont pas tenu dans la longévité. Il y a eu quelques numéros et puis qui se sont arrêtés. Je me réponds. Oui. Il faut être tenace. Voilà. Il faut être tenace. Peut-être qu'on a trouvé aussi, on a trouvé peut-être une formule sans l'avoir, comment dire, envisagée d'une manière très rationnelle auparavant, mais peut-être justement le fait de ne pas être académique, d'adopter un discours qui était quand même, il faut dire, au début, on nous a beaucoup reproché les textes qui étaient difficiles à lire, parce que c'était l'époque, les années 70, vous imaginez bien, on était tous nourris de linguistique, sémiologie, structuralisme en général, psychanalyse, etc. Et que dans le domaine de l'histoire de l'art et de la critique d'art, tous les concepts qui venaient de ces disciplines des sciences humaines étaient plus ou moins maîtrisés, soyons honnêtes. Donc voilà, et puis au fil du temps, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Je crois que voilà, nous sommes capables au journal de parler de formes d'art qui sont très spécialisées, qui sont pointues, comme on dit, mais dans une langue qui est à peu près accessible. Bien sûr, le lecteur d'Art Presse, il faut qu'il connaisse un peu, il faut qu'il sache qui est Marcel Duchamp ou Pablo Picasso. Enfin, sorti de là, je pense que voilà, on a... Et puis, on est... Comment dire? On a toujours gardé un petit coin pour l'histoire de l'art, ou l'histoire de l'art récente, l'histoire de la modernité, comme ça, dans le journal. Il y a toujours eu, sous une forme ou une autre, soit une rubrique régulière, soit, comme c'est plutôt le cas aujourd'hui, des articles de façon irrégulière. Il y a quand même toujours eu un lien avec le passé, sans remonter très très loin, hein, sans remonter au 19e, mais au moins remonter au début du 20e siècle, qui permet aux gens de faire le lien quand même avec une histoire. Bon, voilà, je pense que c'est ça. Et puis on a toujours été très international. Et ça, je crois que c'est une des caractéristiques d'Art Presse dans le champ de la presse artistique aujourd'hui en France, c'est que d'abord on s'appelle Art Presse, sans E, donc voilà, il y a un petit écho à la culture anglo-saxonne. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'artistes au début qui nous intéressaient, qui étaient anglais, américains, et qu'on a toujours eu des auteurs qui n'étaient pas forcément français, qui pouvaient être américains, allemands, italiens, etc. Oui, il y a toujours eu un certain internationalisme comme ça dans le journal, qui fait que si vous vous intéressez à l'art, à ce qui se fait aujourd'hui, vous êtes informé quand même assez largement. Je crois que c'est ça aussi.
Vous avez déjà un peu, vous avez déjà évoqué le sujet, mais peut-être que vous pouvez revenir dessus. Qu'est-ce qui vous semble avoir le plus changé dans le monde et dans le milieu de l'art entre les années 60, quand vous avez commencé, et aujourd'hui? Quelles sont les ruptures les plus franches? Tout dépend si on parle de l'art ou du monde de l'art. C'est pas la même chose si on parle des créations elles-mêmes, et puis si on parle de la manière dont, autour de ces productions, les musées, les galeries d'art. Pardon? Non, je dis les deux. Les deux. Oui, oui. Bon, là, j'ai un tout petit peu parlé, puis peut-être qu'on va s'appuyer tout à l'heure sur des exemples comme ça que j'ai choisis. Ça permettra d'être plus précis. Alors, si vous m'aviez posé la question il y a, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, tout de suite, spontanément, j'aurais répondu le marché. Voilà. Ce qui a profondément modifié le monde de l'art en tant que milieu social organisé, c'est le marché, avec l'apparition d'un marché spéculatif qui focalise beaucoup souvent l'attention du public, via les médias d'ailleurs. Mais je suis là pour dire que l'art contemporain ne se réduit pas à Jeff Koons, Damien Hirst et voilà, et aux gens qui font scandale en vendant des œuvres, en suscitant une spéculation sur leurs œuvres absolument phénoménales. Il y a aussi beaucoup d'artistes galeries qui vivent normalement en pratiquant des prix un peu plus accessible, enfin quoique, parce que, je veux dire, le principe même du marché, c'est d'avoir des locomotives qui traînent le reste du marché, et en fait, moi j'entends souvent des marchands, des galeristes, qui se plaignent de ça, des prix trop élevés, voilà, qu'atteignent par exemple en vente publique certaines œuvres, parce qu'eux ont affaire à des collectionneurs qui évidemment ne peuvent pas suivre. Et donc ils se rencontrent et ils se trouvent devoir, pour respecter des prix atteints par les artistes dont ils s'occupent en vente publique, dans l'obligation aussi, parce que souvent l'artiste le demande, de suivre en quelque sorte la montée des prix, sans que forcément le marché puisse suivre tout de suite le marché d'une galerie particulière. Donc ça c'est un problème. Enfin, bon, je dirais que quand même la grande majorité d'artistes travaillent, exposent certes dans des galeries, mais sans forcément participer comme ça de cette fièvre spéculative. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a un élargissement des collectionneurs. Moi, j'ai commencé à travailler dans une époque où il y avait très peu de collectionneurs d'art contemporain en France, et ça a évidemment beaucoup changé. Donc, il y a quand même des possibilités pour un artiste de vivre aujourd'hui de son travail qui sont quand même plus larges qu'auparavant. Donc, j'aurais dit le marché. Eh bien, les choses quand même sont un peu changées, et moi je dirais que ce qui me frappe aujourd'hui plus, mais ça c'est moi qui parle, mais il paraît que j'ai le droit d'être personnel. Bien sûr, oui, c'est même l'objectif. Je dirais c'est l'apparition, sous l'effet de mouvements sociaux dont il est beaucoup question dans les médias aujourd'hui, comme le wokisme, comme un néo-féminisme, etc., d'une forme d'intolérance que j'aurais jamais imaginé dans le monde de l'art auparavant. Voilà. Alors je parle pas seulement d'ailleurs sous l'effet d'une petite expérience récente. J'étais il y a 10 jours à Montpellier pour une conférence invitée par l'École des Beaux-Arts. Une partie des étudiants, c'est souvent une petite minorité d'ailleurs, mais comme on dit, une petite minorité très active, s'est opposée à ma venue dans l'école, parce que j'avais, entre autres, par exemple, signé une tribune pour, non pas défendre Gérard Depardieu, mais pour dire, mais Gérard Depardieu a droit à un procès qui n'est pas simplement le procès sur les réseaux sociaux et sur la presse publique. Voilà, c'est tout. Bon. Alors ça devenait un défenseur de
violeurs, si vous prenez cette position. Et sur cette base-là, donc, j'ai été interdite de parole dans l'école des Beaux-Arts. Du coup, j'ai fait la conférence dans une salle qui se trouve à 200 mètres. Bon, ça va, j'ai quand même pu parler et rencontrer un public. Mais ça, voilà, alors, je suis vraiment pas un cas isolé. Des cas comme le mien, il y en a eu plein auparavant. En plus, touchant à des personnalités peut-être moins que moi engagées dans ce genre de débat. Bon. Et c'est ça qui est très frappant, surtout pour quelqu'un de ma génération. Moi, j'avais 20 ans en 1968, et 1968, c'était vraiment l'époque de la parole libre, c'est-à-dire que les gens se disputaient, certes, les gens s'invectivaient en disant, et vous savez, il y a cette période d'où tu causes toi, ouais, ce mot d'où tu causes toi. Bon, alors que là, en fait, non, la parole est interdite. Moi, ma réaction tout de suite, c'était de dire, mais moi, je veux bien rencontrer ces étudiants, discuter avec eux, ils m'ont expliqué, voilà, que je ne suis pas tout à fait ce qu'ils imaginent. Mais non, en fait, non, c'est la censure. Or, dans la vie d'Art-Presse, qui a maintenant plus de 50 ans, le nombre de fois où nous sommes intervenus dans des dossiers, des numéros spéciaux, des éditos pour protester contre des censures, bon, je ne sais pas, je ne compte pas le nombre de fois où ça nous est arrivé. Bon, mais à chaque fois, bien sûr qu'on avait affaire à des censeurs. Par exemple, il y avait eu toute une campagne menée à une époque par l'extrême droite. Bon, donc là, on savait que l'interdiction, la censure, la demande de censure, elle venait de milieux qui étaient assez identifiés, en tout cas extérieurs au monde de l'art proprement dit, où ça venait d'autorités, par exemple, voilà, sur des questions à caractère sexuel, etc. Bon. Là, ça vient de l'intérieur même du monde de l'art, d'étudiants, par exemple, dans les écoles d'art. Et ça, ce qui engendre d'ailleurs de la part des institutions, bon, c'est presque, je dirais, normal, beaucoup d'autocensure. Hein, quand vous êtes confronté à un état d'esprit comme ça, vous réagissez par l'autocensure. Et ça, c'est pour moi un phénomène tout à fait nouveau, sur lequel il y a vraiment lieu de s'interroger. Des fois, je me dis, si j'ai un travail à faire aujourd'hui concernant l'art contemporain, c'est à m'interroger pourquoi ce phénomène. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose un phénomène passager, que les générations se succèdent, qu'elles se répondent les unes les autres. Bon, voilà, et que d'ici quelques années, peut-être ces effets de ces demandes de censure seront retombés. Mais en tout cas, voilà, on est confronté à ça aujourd'hui. Voilà. Donc ça, voilà ce qui a changé, hélas. Au-delà de la liberté d'expression, est-ce que vous avez constaté une traduction de cette volonté de censure dans les œuvres directement, ou pas forcément dans les œuvres classiques? Non, je pense pas. Non, et d'ailleurs, là aussi, je vais montrer des exemples, alors peut-être pas les montrer directement, mais parler d'artistes qui se sont trouvés confrontés à des demandes de censure. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit du côté des artistes, heureusement. Non, un artiste, c'est quelqu'un qui doit aller au bout. Pour moi, un artiste, qui définit un artiste, c'est quelqu'un qui va au bout de ce qu'il a à dire, voilà, sans maquillage, sans dissimulation. C'est quelqu'un qui veut exprimer un désir et qui va au bout de son désir. J'aurais plein d'anecdotes à raconter qui prouvent cela. Pour moi, c'est ça un artiste. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'il a à faire. Bon. Comme un écrivain d'ailleurs, qui est absolument, qui ignore l'autocensure. Donc non, je ne crois pas que ça ait encore modifié quoi que ce soit, Dieu merci, dans l'esprit des artistes. Alors je vais revenir sur un sujet que vous avez déjà un petit peu abordé, mais vous pourrez développer davantage. Beaucoup de personnes, parfois ouvertes et éclairées, ne comprennent pas forcément l'intérêt de l'art contemporain, notamment dans ce qu'il peut avoir de plus minimaliste, conceptuel, provocateur, et qui peut leur sembler trop détaché des notions de travail, de l'idée de la beauté, de la maîtrise de son objet, tel que le sens commun l'entend. Évidemment, c'est un peu vaste.
Et on reproche en outre à cet art contemporain, mais ça vous en avez déjà parlé, une tendance excessive à l'alimentation de la spéculation financière. On peut peut-être vous étendre moins sur ce point-là. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, notamment sur la première partie de la question? Alors, reprenez dans l'ordre les choses qu'on reproche. Il y a... Moi j'ai dit, mais c'est une opinion personnelle, j'ai pu dire provocateur, minimaliste, trop conceptuel, trop éloigné des notions de travail, de beauté, de maîtrise de son objet. Voilà, d'accord. Alors pour ce qui est du travail, non, je pense pas. Je pense que même quand ça a l'air complètement improvisé, je crois qu'il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail en amont, même s'il ne se voit pas, même si ça a l'air jeté comme ça sur la toile. Il y a peut-être eu, avant que telle toile soit exposée, je pense par exemple à la peinture gestuelle, par exemple l'abstraction. Il y a peut-être eu beaucoup de tableaux ratés, il y a peut-être eu beaucoup de tableaux qui sont allés voilà, à la poubelle. En tout cas, il y a l'exercice de la main qui a précédé, il y a l'acquisition d'une technique, quelle qu'elle soit. Moi, je pense, oui, il y a une pratique, c'est-à-dire qu'avant qu'un tableau, quel qu'il soit, sorte de l'atelier, l'artiste a travaillé des fois pendant de longs mois. Bon, moi, je crois qu'il y a toujours du travail. Ensuite, la beauté. Alors, ça c'est vrai. Mais c'est une très vieille histoire que vous avez aujourd'hui, mais ce n'est pas tout l'art contemporain. Et si vous restez très attaché, essentiellement attaché à la recherche du beau, vous allez trouver dans le domaine de l'art moderne et dans le domaine de l'art contemporain des œuvres que vous allez trouver très belles. Bon. Et puis, c'est vrai aussi que est né avec certains courants comme l'expressionnisme, par exemple, des mouvements qui ne cherchaient pas à atteindre la beauté, mais qui cherchaient plutôt une vérité. Et que l'expression de cette vérité, y compris si elle passe par la représentation de la figure humaine, ne correspond pas forcément au canon de la beauté classique. Donc oui, ça c'est vrai, mais à ce moment-là, vous allez être touché par autre chose. Voilà, justement, l'expression de cette vérité, ou quelque chose qui est de l'ordre du pathétique, enfin, vous allez être remué différemment par le tableau. Et puis, l'histoire de dire, sans que c'est pas l'artiste lui-même qui a travaillé comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travail des artistes comme Marcel Duchamp et puis des gens qui ont travaillé à sa suite, qui ont utilisé des objets manufacturés, d'accord, c'est pas eux qui ont fabriqué l'objet, mais ce qui a amené le choix de cet objet, son mode d'utilisation, il y a toute une réflexion en amont. Alors ça peut correspondre en effet plus ou moins à ce qu'on appelle l'art conceptuel, c'est-à-dire il y a toute cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un objet d'art, quelle est la définition de l'objet d'art, est-ce que, c'était la question que s'était posée Marcel Duchamp, est-ce que si je mets dans une exposition une pissotière renversée, est-ce que ça va être considéré comme une sculpture ou pas? Alors dans un premier temps, comme vous le savez, ça a été refusé par le salon, donc ça s'est trouvé mis dans les réserves, et puis aujourd'hui, si vous allez au centre Pompidou, vous allez trouver cet objet, mais vous n'allez pas le trouver en tant qu'objet esthétique. Vous allez le trouver en tant que témoignage d'un moment de la réflexion d'un artiste qui s'est dit jusqu'où je peux aller pour faire réfléchir le public à la question qu'est-ce qu'une sculpture, qu'est-ce qu'une œuvre d'art. Donc voilà, c'est des questions comme ça en fait auxquelles répond on cherchait à répondre des artistes comme Marcel Duchamp. Et comme vous savez par ailleurs, Marcel Duchamp
avait une pratique plus ou moins cachée, c'était un dessinateur absolument formidable, donc voilà, ça n'est pas à mettre en cause non plus. Et puis il y a eu, alors c'est un peu moins présent aujourd'hui, mais il y a eu toute une tendance aussi de l'exploitation par les artistes de la notion d'œuvre ouverte. Alors, l'œuvre ouverte, ça a été théorisé par quelqu'un qui a d'abord été un philosophe et un esthéticien, Umberto Eco, et puis après Umberto Eco a eu beaucoup de succès en tant que romancier. Il avait écrit un roman, Le roman de la rose, qui a eu beaucoup de succès. Et il avait théorisé cette notion d'œuvre ouverte. Et la notion d'œuvre ouverte, c'était, voilà, de dire, mais après tout, n'importe quel tableau, quel que soit ce qu'il représente, bien sûr, il représente une nativité. Okay, bon. Mais suivant voilà, l'éducation que vous avez reçue, si vous êtes croyant ou pas, le fait que vous intéressez en priorité au discours religieux ou en priorité au discours esthétique, vous allez avoir une interprétation différente de ce tableau. Bon. Et c'est ça qu'il appelait l'œuvre ouverte. C'est qu'en quelque sorte, et ça a été beaucoup repris par Duchamp, en quelque sorte, le regard du spectateur complète le tableau. Et puis, vous avez dans l'histoire de la modernité des œuvres d'art où la représentation n'est pas évidente, le message n'est pas évident, et c'est au spectateur, à celui qui regarde le tableau, si ça lui plaît, de proposer sa propre interprétation. Et en général, si après il rencontre l'artiste, par exemple, s'il s'agit d'une œuvre contemporaine, il s'apercevra que l'artiste est très, très à l'écoute de ce qu'il aura provoqué, suggéré dans l'esprit du spectateur. Donc en fait, oui, on peut dire que de ce point de vue-là, l'œuvre n'est pas finie. Et il y en a qui ont... et que c'est le spectateur qui le finit. Et il y en a qui sont même allés d'une manière, je dirais, un petit peu mécaniste, comme ça, plus loin dans cette logique, des artistes, par exemple, de ce qu'on a appelé l'art cinétique. Agam, par exemple. Vous savez, Agam, il avait décoré les salons de l'Élysée, je crois, au Pompidou. On voit ça encore. On le voyait au centre Pompidou, je ne sais pas, ça va en ce moment. Alors, il faisait des grandes décorations, comme ça, avec des jeux de couleurs, sur des panneaux qui étaient en relief, et l'œuvre changeait d'aspect suivant les déplacements du spectateur. Vous passez devant le mur, vous regardez comme ça, et puis les couleurs, les lignes se mettent en place d'une certaine façon, puis vous faites marche arrière et vous voyez l'œuvre se transformer sous vos yeux. Alors on peut dire que là aussi, on pourrait dire que l'artiste a arrêté le travail en route et que c'est le spectateur qui, en marchant, en plus il devient un marcheur, en modifie l'aspect. Il y a tout de même un peu d'artistes contemporains qui sont connus du grand public, même assez cultivés. Alors vous avez déjà cité Kunz, Hearst, qui sont peut-être davantage connus pour pour le prix de leurs œuvres, pour leurs œuvres elles-mêmes, mais d'autres peut-être plus sérieux comme Ben, Vincent Kiefer éventuellement. Comment vous expliquez cette relative confidentialité des artistes contemporains auprès du grand public? Moi, je poserais plutôt la question dans l'autre sens, c'est-à-dire comment j'expliquerais ceux qui sont plus connus. Oui, il y a des effets de médiatisation. D'abord, Jeff Koons a... Moi, je déteste pas Jeff Koons. Je trouve qu'il y a des travaux au début. Il y a certaines sculptures qui étaient assez intéressantes. Après, je crois qu'il savait plus trop quoi faire, qu'il s'est un petit peu perdu. Il est connu aussi parce qu'il a cherché il a cherché le scandale, je ne sais pas s'il l'a cherché d'ailleurs non plus, mais enfin, vous savez, il avait épousé la Cicciolina, qui était à la fois députée au Parlement italien et prostituée. Bon, voilà, donc il y a
des artistes dont les médias peuvent s'emparer et faire quelque chose d'amusant pour le grand public. Alors ceux-là, ils sont connus. Ou quand Damien Hirst a exposé un crâne recouvert de diamants et que ça valait une fortune, je ne saurais même plus dire ce que ça représentait en fortune. Bon, évidemment, là aussi, il y a un effet comme ça de provocation, voilà, c'est forcément repris par les médias. Pourquoi en revanche certains sont moins connus? Moi je trouve que voilà, il y a peut-être encore aujourd'hui les effets de cette rupture par rapport à la définition traditionnelle de ce qu'était une œuvre d'art. Voilà, il y a peut-être encore ça, et que lorsque une œuvre d'art n'est plus un tableau représentant une figure ou un paysage, mais voilà, un piano repeint comme on va voir tout à l'heure, ça ne correspond plus à l'idée que les gens se sont fabriqués de génération en génération de ce qu'est une œuvre d'art. Donc il y a un temps d'adaptation, mais moi je trouve que les choses ont beaucoup changé. Quand vous voyez, alors je ne dis pas tout le public, mais quand vous voyez aujourd'hui les files d'attente pour aller dans les salons d'art, par exemple, comme encore récemment à Art Paris, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir autant de public pour l'art contemporain lorsque j'ai commencé à travailler. Quand vous voyez les files d'attente devant la Fondation Vuitton ou devant certaines grandes expositions. Par exemple, Nicolas de Staël, ça a été énorme le public. Ça a été, je crois qu'ils ont explosé leur chiffre de fréquentation avec cette exposition. Et pour l'essentiel, c'est quand même des grands tableaux abstraits, quasi monochromes, ou en tout cas bichro. Vous voyez, c'est pas non plus une peinture si facile que ça. Bon. Alors aussi peut-être que s'accroche aussi à ça parfois, disons la biographie de l'artiste. Il y a un peu de mythologie autour. Voilà, Nicolas de Staël est quelqu'un. Voilà, c'était une famille russe qui avait fui la Russie, qui s'est installé en France, mais on sait aussi que voilà, à la suite d'Histoire d'amour, il a fini par se suicider. Donc les gens connaissent un petit peu ça, et je crois que ça aide aussi à la popularisation d'une œuvre, en fait. Quand on connaît un peu de l'histoire du peintre, et qu'en plus elle est dramatique, voilà, ça, malheureusement ça aide. Alors, à travers l'exemple de quelques artistes que vous défendez, vous allez nous parler de grandes tendances ou d'idées forces de l'art contemporain. Donc je vais rapprocher, vous avez une idée. Donc on commence par le premier. Ouais. Voilà. Alors ça c'est pas oui, ça c'est pas très nouveau. C'est une œuvre de Bertrand Lavier. Alors puisque moi la question c'était que je parle des artistes que j'aime bien. Oui, voilà. Bon, alors Bertrand Lavier c'est un des principaux complices comme ça dans le monde de l'art. On a fait beaucoup de choses ensemble, et ça j'ai choisi une œuvre qui est emblématique de son travail. Ça fait partie d'un ensemble d'objets qui s'appelle les objets peints. Alors Lavier, c'est un objet évidemment manufacturé, si on peut dire. C'est un héritier de Marcel Duchamp. Il a acheté ce piano chez un marchand, mais il l'a repeint, et il l'a repeint à l'identique. Alors, c'était en quelque sorte, quand j'ai parlé tout à l'heure de cette tendance conceptuelle qui réfléchit sur la question vraiment, qui cherche à répondre à cette question, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Alors, là, dans ce cas-là, et c'est pas le seul, parce que Lavier a souvent joué sur les mots, on peut dire, le titre c'est Objet peint. Alors en français, objet peint, ça peut vouloir dire éventuellement l'objet qu'on a représenté en peinture, bon, mais c'est aussi l'objet qu'on a peint.
Voilà. Bon. Et là, dans ce cas-là, ce piano, il l'a peint délibérément pour que ça se voit bien, avec une touche assez grossière. Hein. En général, on dit une touche à la Van Gogh, vous voyez, avec beaucoup de matière, parce que la couleur est mélangée avec une sorte de gélatine, pour que ça fasse un peu d'épaisseur. Et puis aussi, l'idée c'était une réponse en fait à Marcel Duchamp, parce que l'idée de Marcel Duchamp, en sortant la pissotière ou le porte-bouteille du contexte de la quincaillerie en mettant au musée, ce geste-là, ça sortissait du commentaire, comme quoi on avait sorti l'objet de son contexte normal et qu'on lui avait retiré sa fonction initiale pour le mettre comme une œuvre d'art qu'on ne touche pas dans un musée. Et d'ailleurs, le jour où un autre artiste qui s'appelle Piloncelli a eu la mauvaise idée de faire pipi dans l'urinoir de Marcel Duchamp, ça a fait un scandale et le musée a attaqué l'artiste en justice, etc. Bon. Or, l'idée de Bertrand Lavier avec ce piano, puis avec d'autres objets, c'est qu'on peut continuer de s'en servir comme d'un piano normal. Alors, je ne sais pas la sonorité, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, si vous voulez pianoter sur ce piano, vous pouvez. Voilà. Alors, est-ce que c'est celle-là? Oui, ça va. Alors, ça, c'est une. Alors, je ne sais pas si on voit bien l'image. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une vue d'ensemble. C'est une vue d'ensemble de l'exposition de Myriam Kahn, il y a un peu plus d'1 an au Palais de Tokyo à Paris. Et là aussi, il y a eu un petit scandale parce qu'il y avait un visiteur pas content qui avait aspergé un tableau qu'il trouvait à caractère pédophile avec un jet de peinture. Bon, c'était son interprétation à lui, c'était pas forcément ce que l'artiste avait souhaité exprimer, évidemment. Alors, moi, alors, Myriam Kahn, c'est une peintre d'origine allemande, elle vit en Suisse. C'est quelqu'un qui a plus de 70 ans aujourd'hui et qui a une production comme ça, c'est de la peinture à l'huile, et disons qu'elle s'attaque à des sujets qu'on ne voit pas forcément en peinture. Voilà. Son idée, c'est de représenter en peinture ce qu'on ne voit pas forcément, ni en peinture ni en photo, d'ailleurs. Bon, il y a un des tableaux, ces gens qui sont apeurés comme ça. Elle travaille beaucoup à partir d'images qu'elle va chercher quand même sur Internet, des photos de guerre, des photos comme ça très, très dramatiques, qui ne sont pas forcément les photos, c'est des photos qu'il faut vraiment aller chercher, c'est-à-dire ce pas les photos que la presse ou la télévision osent reproduire, parce que des fois elles sont très dures, ou même des choses que l'on sait, mais dont on n'a pas de représentation. Par exemple, elle a fait, il y avait dans cette exposition des tableaux que moi je trouvais extrêmement émouvants, qui étaient où on voyait des chutes de corps dans l'eau, parce que c'était évidemment par rapport à la question de ces migrants qui meurent noyés en traversant la Manche ou la Méditerranée. Et on voyait ces corps chuter, et c'est vrai qu'on connaît cette actualité dramatique, mais bien sûr qu'il n'y a jamais d'image. Donc son idée, c'est de représenter ça. Bon, un autre, alors, vous voyez, dans un tout autre domaine, un autre thème qu'on ne voit jamais en peinture, c'est celui de l'accouchement, par exemple. Donc, elle a reproduit cet accouchement. Et puis, il y a cette femme voilée aussi, comme ça, très étrange, qui montre son enfant. Voilà, bon. Elle montre des choses qu'on ne montre pas. Et avec une qualité de peinture, parce qu'on peut peut-être montrer l'image suivante, qui est un beau plan sur un autoportrait d'elle, c'est un petit tableau. Et alors, elle travaille donc uniquement à l'huile, pas du tout à l'acrylique, et avec une subtilité de travail de la couleur que je trouve très, très beau. Voilà. Donc les images sont très dures, mais me semble-t-il, la qualité de la peinture les transforme en fait, en fait de beaux tableaux. Ah, alors, ça, je ne sais pas, on va montrer un détail de ce tableau après, parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer, c'est pas forcément évident. Ouais.
Ça, c'est une très jeune, enfin assez jeune artiste, elle a moins de 40 ans, que j'ai découverte récemment, justement, sur la suggestion d'un jeune collaborateur d'Art-Presse. C'est une Polonaise. Alors, son prénom, elle donne que les initiales L, et son nom, c'est Pozniowski. Et elle travaille, c'est de la peinture sur toile, hein, mais travaillée d'une manière assez intéressante, c'est-à-dire qu'elle fabrique elle-même son support. C'est de la toile, mais c'est de la toile qui est souvent plissée, cousue, découpée, recousue, et tout ce travail premier sur la surface de la toile modifie évidemment l'image qu'elle va peindre ensuite par-dessus. Alors là, c'est encore plus particulier, c'est qu'à l'intérieur d'un premier cadre, voilà, qui représente, on voit en haut deux personnages, mais il y en a aussi qui sont moins visibles dans le bas de l'image. Il y a une première image, et à l'intérieur de cette image, une seconde image. Et c'est en fait, et on va avoir l'explication, voilà, avec ce détail, on voit qu'en quelque sorte, il s'agit d'une inclusion d'une toile dans une autre toile. Et la particularité de la plus grande de ces toiles, si vous voulez, c'est que le fil n'est pas tressé, n'est pas tissé. C'est simplement, elle a tendu du fil comme ça sur une armature et elle a peint sur ce fil non tissé. Alors il faut savoir, bon, on peut en revenir en arrière. Moi, je trouve que ça produit des images. Alors, cette exposition qui était présentée dans une petite galerie à Paris était beaucoup sur le thème de l'enfance, comme ça, d'une enfance assez fantomatique, comme on a peut-être gardé chacun dans notre tête. Comme ça, c'est des images assez émouvantes, de figures assez fragiles, d'autant plus fragiles qu'elles sont représentées sur ces supports un peu incertains, un peu des fois où il y a une transparence qui joue. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose d'assez nouveau comme traitement du support. Et on va voir un autre exemple après. Il y a une très grande... Alors, ça répond en même temps à la question sur le travail. Il y a une grande tendance aujourd'hui chez de jeunes artistes de s'approprier des techniques dites artisanales, comme le tissage, comme la céramique, des pratiques qui avaient un peu été laissées de côté ces derniers temps par l'art, et qui sont réintégrées et réintégrées d'une manière assez particulière. Et cette M.L. Pozniowski, en particulier, elle a fait ses études à Londres, elle a fréquenté une école de mode où on enseignait le tissage, et elle a transporté en quelque sorte ce qu'elle a acquis comme maîtrise dans ce domaine-là dans sa pratique de peintre. Et peut-être on peut passer... Ah, alors ça, non, alors ça c'est... Je pense que... Non, c'est bon, c'est pas... On fera des allers-retours. Bon, alors ça c'est un jeune peintre d'origine béninoise qui s'appelle Roméo Mivet-Canin, qui vit à Toulouse, qui a fait ses études en France, enfin qui vit entre le Bénin et la France, qui travaille sur de grands draps qu'il achète comme ça au puces, enfin bon, et où il représente, où il met il met son propre portrait, il glisse son propre portrait, si je puis dire, dans des reproductions de tableaux très célèbres de l'histoire de la peinture. Et si possible, il prend la place de l'esclave noir, par exemple, qui évente le personnage principal. Bon, voilà. Et moi, je trouve que c'est une très jolie pratique. C'est souvent de très grandes toiles. Il y a beaucoup d'humour dans ce genre d'image, mais pas toujours. Et là, on peut montrer une autre image. Il a beaucoup utilisé ces photos faites pendant la colonisation,
Là, c'est un esclave dont on montre, c'est une photo où on montrait en public un esclave qui avait été fouetté pour montrer ce qui pouvait arriver aux autres s'ils avaient envie de se révolter. Et c'est pareil, c'est le même principe, il glisse sa tête à lui, son portrait à lui, sur le corps de cet esclave qui a été martyrisé. Ah, alors ça, c'est une image, je passe vraiment du coq à l'âne, mais ça, en même temps, ça montre tous les possibles aujourd'hui dans le domaine de l'art contemporain. C'est une photo extraite d'un film qui vient de sortir en salle, qui s'appelle Occupied City, et qui est réalisé par un réalisateur anglais, noir, anglais, qui s'appelle Steve McQueen, il porte le même nom que l'acteur qu'on a connu dans notre enfance. Et Steve McQueen, il a démarré sa pratique comme... C'est Shame, non? C'est celui qui a fait le film Shame? Voilà, c'est lui qui a fait Shame. Et voilà, il a fait Shame, il a fait Hungry aussi, et il a fait 12 Years a Slave, voilà, qui est un film qu'il avait fait à Hollywood. Bon. Mais en fait, ce que je voulais dire au travers de son exemple, c'est que c'est quelqu'un qui a fait partie d'ailleurs plus ou moins de ce qu'on a appelé les Young British Artists, c'est-à-dire des artistes qui dans les années 90 sont apparus sur la scène comme ça, avec Daniel Burst qui faisait partie de cette génération, ont eu assez de succès assez vite, et lui il faisait des installations vidéo comme ça, très radicales. Et puis il a évolué dans son travail de l'image, et il en est venu à faire des longs métrages voilà, qui sont distribués normalement. Il y a eu en effet Shame, il y a eu plein de bruit auparavant, qui était, et toujours sur des thèmes qui sont des thèmes voilà, très, très, très durs. Un bruit, c'était sur ces opposants irlandais qui avaient fait, vous savez, non pas une grève de la faim, mais une grève de la propreté, et qui vivaient voilà, dans l'accumulation de leurs excréments. Voilà. Bon, c'était un film absolument magnifique. Et alors, ce qui est intéressant dans sa pratique, et c'est pour ça que je montre cette image qui évidemment est pas très parlante comme ça, c'est que ce film qui sort là maintenant, Occupied City, il vit aujourd'hui à Amsterdam, il est marié avec une historienne qui avait fait tout un travail sur l'occupation nazie d'Amsterdam. Vous savez que ça a été Amsterdam, la ville qui a souffert le plus de l'occupation nazie. Et elle a fait un livre en tant qu'historienne où elle a, adresse par adresse, d'une manière très objective, très scientifique, répertorié tout ce qui s'était passé pendant l'occupation à telle adresse, telle adresse, telle adresse. Et donc, suivant ce livre, Steve McQueen a réalisé un film qui fait 4h20. 4h20. Et où vous vous promenez comme ça dans Amsterdam, et où une voix off vous explique à chaque fois que vous avez une image à l'écran, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il a filmé, c'est le hasard, il a filmé pendant le temps du Covid. Donc il a filmé une ville assez fantomatique. Et vous avez le récit de tous ces drames qui se sont déroulés en voyant voilà, les lieux précis, où maintenant, alors soit... il a filmé pendant le Covid, donc il n'y a personne, et puis il y a eu des petites périodes, vous savez, on avait le droit de sortir, alors là tout d'un coup les gens font la fête, etc. Donc il a superposé ces images très contemporaines à ce récit, comme ça, de ces drames pendant la guerre. Et ça, c'est une séquence très belle, voilà, dans un tramway qui est désert, au petit matin, et il y a cette voix voilà, qui vous raconte... Bon, ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. Et ce qui m'a intéressé dans ce film, moi j'ai énormément aimé ce film, et il faut avoir le courage de rester plus de 4 heures dans une salle obscure, mais je vous jure que voilà, on ne voit pas le temps passer parce qu'on est complètement pris par ce récit terrible. Et moi je pense que ce qui est possible aujourd'hui de faire dans le cinéma, et un cinéma, c'est distribué par le MK2, donc voilà, distribué normalement. C'est aussi parce que les artistes qui sont passés par les arts plastiques
par l'expérience des installations vidéo, etc., s'autorise des choses voilà, qu'un cinéaste qui serait simplement issu de Hollywood et de la philosophie hollywoodienne ne s'autoriserait pas. Voilà. Donc faire un film de 80, filmer voilà, une ville vide, comme ça, avec simplement une voix off. Et puis il y a des moments qui viennent vraiment du cinéma expérimental. J'ai fait une interview de lui qu'on a mis en ligne. Vraiment du cinéma expérimental, où là il y a un usage de la caméra qui tourne sur elle-même, etc. Bon, donc voilà, c'est juste pour dire aussi comme ça cette porosité qu'il y a aujourd'hui entre art plastique et puis cinéma. Et ça c'est mon dernier exemple, c'est là aussi une jeune artiste qui s'appelle Jeanne Bisserial, et comme Posnianski dont je vous parlais tout à l'heure, elle se destinait, elle a fait aussi une école de mode, elle se destinait aux costumes pour le théâtre, et puis elle a voilà, eu l'idée de faire des sculptures avec un fil qu'elle tisse elle-même, et donc elle réalise, ça c'est très grand, hein, ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 2 mètres de haut, elle réalise comme ça, c'est une sorte de cariatide, tout en fil. Alors là aussi, c'est pour dire qu'il y a des artistes qui travaillent. Elle a inventé la machine qui tisse ce fil dont elle se sert pour ses sculptures. Donc elle fait ces grandes figures qui sont habillées de films noirs, des fois un peu roses, des fois elle a fait aussi des sculptures en blanc, mais c'est souvent noir. Alors il faut savoir qu'une sculpture comme ça représente des kilomètres et des kilomètres de fil. Bon, c'est absolument fabuleux comme travail, comme beauté du travail. Il y a d'autres images qui permettent peut-être de voir un peu plus près. Oui, là dans ce corps, elle a mis des fleurs séchées, je crois. Voilà. Et puis elle avait fait une exposition dans la basilique de Saint-Denis avec des gisants, ces mêmes sculptures, mais posées voilà, horizontalement dans la basilique, sauf que la différence, c'est qu'elle avait utilisé des sculptures blanches, et que ça, j'ai trouvé une image. Voilà, c'est. Oui, vous pouvez continuer. Voilà, les artistes qui. Voilà, c'est des artistes sur qui j'ai écrit ces derniers temps, qui m'ont, ou si j'ai pas écrit, qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'ont surprise, voilà, par les effets nouveaux qu'ils arrivaient à produire. On va parler un petit peu de littérature maintenant. Je reprends la casquette plutôt bibliothécaire. Quels sont les écrivains contemporains qui vous intéressent, ou plus anciens? Tout à l'heure, vous me parliez de Bernanos, par exemple. Pas forcément spontanément que c'est un auteur qui puisse vous intéresser, mais pourquoi pas. Vous vous êtes intéressé à Michel Houellebecq, avec qui vous avez procédé à un long entretien qu'on peut trouver sur YouTube et que vous avez co-animé avec votre mari Jacques Henrique. Est-ce que vous voyez des liens entre vos préférences littéraires et plastiques par ailleurs? Bah non. Non. Non, on n'est pas toutes une pièce, on n'est pas forcément cohérent. C'est vrai, mais bon, des fois j'ai parlé de l'intérêt que j'avais pour Bernanos. Bon, j'ai décrit des expériences mystiques très, très profondes qui correspondent peut-être pour moi à quelque chose qui m'a habité quand j'étais enfant, quand j'étais très jeune et dont je garde forcément la trace. Bon, c'est une écriture assez radicale aussi, je trouve. C'est des figures très, très radicales, très. Bon, on a parlé de bataille tout à l'heure aussi pendant notre déjeuner. Je crois que Bernanos, c'est aussi quelqu'un qui a pu parler de la proximité qu'il y a dans l'être humain entre le bien et le mal.
Donc voilà, ça c'est peut-être parce que c'est un des sujets qui m'intéresse le plus, cette proximité. Alors oui, Bernanos. Alors pour les contemporains, oui, je lis pas tellement de littérature contemporaine. Oui, j'ai beaucoup aimé, mais évidemment, il n'y a pas chez Houellebecq la profondeur que vous trouvez chez Bernanos. Hein. Je pense que Michel Houellebecq, il est intéressant parce que c'est une sorte de visionnaire, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait un phénomène social qui se passe et qui perturbe la vie politique, il l'a déjà décrit dans un livre. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant chez lui. Tous les hommes politiques devraient lire les ouvrages de Michel Houellebecq. Il s'est intéressé à l'art contemporain un peu aussi là, dans La carte et le territoire, je ne sais pas si... Oui. Alors, c'est peut-être le livre que j'ai le moins aimé de Michel Houellebecq. Alors, je sais pas, ça tient peut-être à la nature même du livre, mais c'est aussi parce que il faut dire que Houellebecq, il donne des fois un peu dans la caricature. Donc, pour quelqu'un qui vit à l'intérieur du monde de l'art, bon, c'était amusant de lire la description qu'il en faisait. Maintenant, c'était quand même un peu caricatural. Souvent, on disait, oui, mais il a grossi le trait, ça se passe pas tout à fait comme ça. Bon, donc voilà, il y avait un petit peu forcément de la distance du professionnel quand je lisais ce livre-là. J'étais assez proche de Christine Angot à une époque, on a fait même des choses ensemble. Moi, j'ai beaucoup aimé ses livres lorsqu'elle avait ce style d'écriture comme ça, très, très haché, très, très direct. Maintenant, ça a évolué, je crois qu'elle a un peu perdu ce mode d'écriture. Mais je veux dire que les choses qui m'ont peut-être le plus intéressé ces derniers temps, j'en évoquais un tout à l'heure, c'est des gens qui cherchent quelque chose qui se passe. Alors voilà, pour moi évidemment c'est pratique, qui cherchent quelque chose entre l'histoire de l'art et la littérature et la fiction. Je vous ai parlé d'un jeune auteur dont on a publié de temps en temps des textes, qui s'appelle Thomas Schlesser, qui est un historien d'art spécialiste de Courbet, qui dirige aussi la fondation Hartung à Antibes, et qui a publié un livre qui a pas mal de succès en ce moment, qui s'appelle Les yeux de Mona. Et pour expliquer l'art, et aussi bien l'art ancien qu'on voit au Louvre que l'art très contemporain qu'on voit au Centre Pompidou, il a imaginé une fiction d'une petite fille qui risque de devenir aveugle et que son grand-père initie à la peinture si des fois en effet elle perd la vue et qu'elle garde au moins le souvenir des beautés produites par les hommes. Donc il a trouvé ce biais de cette fiction pour parler d'art d'une manière tout à fait originale, singulière, en dehors justement de la démarche formaliste, très universitaire, à laquelle il a été peut-être formé. Ça m'a intéressé. Et puis, très proche de lui, d'ailleurs, il y a aussi une très jeune historienne d'art qui s'appelle Pauline Marie. Et on avait beaucoup été intéressés par un petit livre qu'elle a publié il y a quelques années, qui s'intitule Membres fantômes. Alors là, elle a imaginé quelque chose d'assez incroyable. Vous savez, le peintre Hans Hartung a perdu une jambe en combattant côté français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a Blaise Cendrars, Suisse, qui s'était engagé, lui, côté français, au moment de la Première Guerre mondiale et qui a perdu sa main. Et puis, il y a Victor Bonner, l'artiste surréaliste, qui lui, alors là, c'était pas à la guerre, mais dans une bagarre, a perdu un œil. Et donc, elle a imaginé que ces membres fantômes, l'œil,
la main, la jambe, dialoguer entre eux. Et c'est absolument extraordinaire. Elle a inventé quelque chose qui, à la fois, nous dit quelque chose sur ces artistes et en même temps, d'une manière tout à fait singulière, nous fait rentrer dans une sorte de quelque chose d'assez fantastique quand même. Voilà, donc c'est ces deux exemples qui me viennent en tête. Bon, c'est pas vraiment de la littérature pure, mais c'est quand même un mode d'écriture qui invente, voilà, qui invente une forme nouvelle. Alors, comme je l'ai déjà dit en introduction, vous avez beaucoup écrit aussi bien sur l'art que des récits plus personnels. C'est une question qu'on a déjà dû vous poser, mais il sera question pour y revenir. Dans tous les cas, vous utilisez un style d'écriture très classique, clinique, précis, qui sonne presque un peu au XVIIIe siècle, si on peut dire, et qui peut à première vue paraître en contradiction avec vos sujets d'écriture. Un art parfois contesté, parfois un peu déconstruit, si je puis dire, des pratiques de libertinage. Est-ce que cette opposition en est réellement une? Est-ce qu'elle est théorisée ou est-ce que ça se trouve naturellement? Est-ce que ça permet de créer une forme de tension? Bah ça c'est vraiment, je n'ai pas la réponse, ça tombe mal pour la dernière question. Bon, non, alors ce que j'ai parfois expliqué, c'est que j'étais très proche, après on a été très proche de la revue Telle Quelle, qui ensuite est devenue L'Infini, voilà, Philippe Solers, Marcelin Plénet, Jacques-Henri publiait aussi a publié Telle Quelle, Pierre Guyotat, on était très très amis de Pierre Guyotat, donc alors surtout Pierre Guyotat, voilà, j'avais dans mon entourage très proche des amis qui pratiquaient une écriture très expérimentale. Et bon, je peux dire que moi ça m'inhibait un peu, disons-le. Je me disais, voilà, mais alors, si moi j'avais envie d'écrire quelque chose d'autre que de l'histoire de l'art, comment je m'y prendrais? Voilà, j'étais dans un raisonnement un peu volontariste, ce qui est jamais très très bon. Et quand j'ai commencé à penser à écrire La vie sexuelle de Catherine M, qui était le premier ouvrage vraiment personnel, quoi, j'avais cette préoccupation, j'en ai parlé, j'ai souvent raconté ça, j'en ai parlé à Jacques-Henri qui m'a dit mais pourquoi tu cherches midi à 14h, écris comme tu as l'habitude d'écrire. Bon. Alors j'ai en effet écrit ce récit, bah, voilà, comme j'écrivais mes livres sur l'art, mes articles sur l'art, et puis bon, je veux dire aussi la pratique de l'écriture fait que cette écriture elle évolue un petit peu et que c'est peut-être plus tout à fait le cas aujourd'hui. Mais enfin voilà, ça m'a, enfin bon, cette parole de Jacques-Henri, que merci à lui, m'a complètement désinhibée. Lui, il continue d'écrire comme il écrit, bon, mais moi voilà, ce qui m'est venu, je crois que l'écriture, enfin vous savez, c'est presque un poncif de dire que l'écriture c'est une respiration, qu'on écrit comme on respire. Et moi, voilà, je me suis mise à écrire de cette façon-là. Je prends les qualificatifs que vous avez énoncés comme des compliments. Et voilà, c'est ma façon à moi d'écrire. Donc c'est pas du tout théorisé. C'est vrai qu'on m'a souvent dit, mais vous écrivez d'une manière tellement classique alors que ce que vous défendez est tellement peu. Oui, bah, j'assume. Mais c'est vrai aussi que il y a des artistes aujourd'hui dans le domaine de l'art contemporain qui reviennent à une pratique elle-même assez classique. Donc voilà, je crois que chacun fabrique son outil en fait, l'outil qui est le plus approprié à ce qu'il a à dire. Vous savez, la valeur je ne vais pas comparer, mais la valeur du Marquis de Sade tient à cette écriture tellement magnifique du XVIIIe pour raconter les pires horreurs. Donc voilà, la contradiction, elle est déjà inscrite depuis longtemps dans notre culture. Très bien, merci beaucoup, pardon, chère Christine Millet. Catherine. On va passer aux questions du public. Allez-y. Oui.
Madame, au fond. Je sors Qu'est-ce qui fait pour vous alors une valeur dans l'art contemporain? Quand vous voyez une œuvre, qu'est-ce qui vous permet de voir que c'est de la valeur ou pas? Juger de la valeur. Non, pas valeur financière, ce qui fait que ça se dit. Voilà. Sur quels critères vous jugez que cette œuvre est valable et pas une autre? Est-ce que vous en parlerez? Oui, non, mais alors c'est forcément une question à laquelle on a à répondre assez souvent. Je pense que des fois je cite, j'ai un grand prédécesseur qui était d'ailleurs une terreur pour ses contemporains, qui était Clément Greenberg, qui était dans les années 60-70, qui a été un grand critique américain. Moi, je l'ai vu en conférence une fois à Paris, et quelqu'un lui a posé cette question, mais quand même, puis en plus il était comme ça, assez autoritaire, mais quand même, qu'est-ce qui fait que vous décidez que ce tableau est bien ou pas bien? Et il s'est levé, et il a pointé du doigt, comme ça, j'ose pas l'imiter complètement, et il a dit, parce que je vois beaucoup plus de tableaux que n'importe qui d'autre ici. Et je trouvais que c'était la meilleure réponse. C'est-à-dire que vous forgez le regard parce que vous voyez beaucoup de choses comme ça, et que, voyant beaucoup de choses, vous devenez plus exigeant. Alors, l'exigence, elle va se loger. Bon, est-ce que, par exemple, un des critères, c'est vous comprenez ce qu'était le projet de l'artiste, est-ce qu'il est pleinement réalisé ou pas? Je pense que ça, c'est un des critères. Est-ce qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, l'artiste n'a pas un peu fait baisser sa vigilance et laisser passer une ou deux choses dans son œuvre qui étaient un peu moins bien finalisées que d'autres parties. Vous voyez des choses comme ça. Bon. Vous pouvez aussi, parce que moi ça reste un critère, juger du critère de nouveauté. Même si on n'est plus dans cette logique de la surenchère, des avant-gardes, etc., moi je suis moins intéressée par une œuvre qui me montre, soit qui me montre dans ses images, des images que j'ai déjà beaucoup vues, que je considère comme des stéréotypes, ou qui utilise des techniques qui sont empruntées à d'autres, par exemple. C'est pour ça que j'ai montré, par exemple, cette jeune artiste polonaise, parce que je trouve qu'elle invente son support, en quelque sorte. Voilà. Et de même, Jeanne Visserial, elle a même inventé son outil. Pour moi, ça reste des critères d'appréciation. Voilà. Maintenant, il y a aussi, quand il y a vraiment un message de la part de l'artiste, est-ce qu'il vous touche vraiment au plus profond? Entre deux peintres abstraits, vous allez choisir celui qui a trouvé les formes, les couleurs, qui vous pénètrent le plus profondément. Il y en a d'autres, ça reste en surface, vous vous dites ça c'est de la décoration. Puis d'autres fois, c'est pas de la décoration. Là, ça vous êtes mis en cause profondément en vous. Voilà. Ça c'est quelques critères comme ça, mais c'est pas scientifique. Hein. Une autre question, oui, monsieur. Quelle place accordez-vous au street art pour l'art contemporain, qui est un mouvement qui est en plus transgressif, puisqu'en fait on a dû quitter les galeries pour mieux y revenir. Ouais. On peut parler de Banksy, de Frank Slama, qui est sous le nom d'Invader, C215, qu'on connaît ici à Maison-Lafitte, puisqu'en fait on l'a accueilli pour exposer. Et qu'est-ce que vous considérez comme l'évolution du street art, justement, dans l'art contemporain? Alors c'est intéressant cette question parce que en fait ça n'a pas tellement pénétré l'art contemporain. Alors d'ailleurs c'est une question, il faudrait y réfléchir parce que je parlais tout à l'heure de cet élargissement de l'art contemporain, qu'on intégrait des choses qu'on aurait laissé de côté auparavant, etc. Tout ce qui est street art, ça reste encore beaucoup marginalisé, sauf les artistes comme au tout début du phénomène, comme Basquiat ou les Kessering qui ont été tout de suite dans les galeries sont tout de suite appropriées les productions. Ici, on n'a pas connu tellement ça. Ça reste assez exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi peut-être la concurrence d'artistes qui, eux,
comme Pignon Ernest par exemple, ont fait la démarche inverse, c'est-à-dire viennent, disons, entre guillemets, de l'art contemporain et ont investi les rues. Voilà. Alors peut-être qu'il y a plus d'attention qui est restée attachée à ces gens-là. Peut-être aussi que certaines formes de street art, pour justement, alors là, revenir à la première question, utilisent voilà, des formes, des techniques d'écriture qui sont assez stéréotypées. Bon, alors voilà, ça nous intéresse moins, on a déjà vu ça ailleurs. J'ai pas... Enfin, je constate, je suis d'accord pour dire que ça n'a pas vraiment pénétré l'art contemporain. Il y a d'autres formes d'art dans la rue, par exemple, qui ont peut-être plus été intégrées, par exemple dans le domaine du spectacle, hein, c'est beaucoup plus poreux. Dans le domaine des arts plastiques, ça l'est moins, il faut dire. Une question? Oui, monsieur. Il y a 10 ou 15 ans, on a beaucoup parlé d'art numérique, même d'art génératif. Vous y avez consacré plusieurs numéros d'art presse. Aujourd'hui, ça semble retomber, mais ça repart un peu avec le nouveau génératif, le chat GPT, etc. Est-ce que vous pensez qu'il va en sortir quelque chose d'intéressant? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, j'y connais pas grand-chose. On a une grande spécialiste art presse qui s'appelle Aurélie Cabana, qui a publié déjà plusieurs articles sur l'intelligence artificielle, qui connaît très bien les artistes qui travaillent dans ce domaine-là. Alors, bon, moi, le peu que j'en connais, oui, j'ai vu des choses qui m'ont quand même, puisque je parlais tout à l'heure aussi de choses d'avoir l'impression du jamais vu. J'ai vu des images, par exemple pour le 50e anniversaire d'Art Presse que j'évoquais tout à l'heure, on avait invité un artiste qui avait, comme ça en direct, produit des images sur l'écran. C'était assez étonnant. Enfin, je veux dire que là, j'étais devant des images, je me disais, je n'ai jamais vu ça. Donc je pense que oui, aujourd'hui, ce qui monopolise plus l'attention de tous ces gens qui s'intéressent au rapport entre art et technologie, c'est tout ce qui est produit par l'intelligence artificielle. Et j'évoquais aussi cet artiste sculpteur Bernard Venet qui m'avait mis en contact à l'époque avec les artistes new-yorkais. Je sais que lui, en ce moment, est aussi en train de travailler dans ce domaine parce qu'il a toujours été très intéressé par les domaines scientifiques. Donc il est aussi en train de travailler, mais je pense qu'on est au début de ça et qu'on n'a pas encore, on ne mesure pas encore peut-être toutes les possibilités en fait. Oui. Je vais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore de la place pour un art plus engagé politiquement et moins en retrait quand même de tout ce qui se passe au niveau mondial même? Et une autre question parallèle, est-ce que vous ne pensez pas que si on revient à de la localisation au niveau des entreprises, c'est-à-dire fabriquer français pour ne plus être dépendant des Chinois, etc., est-ce que ça ne serait pas une bonne chose aussi de faire la même chose au niveau de l'art? Oh là là, il y a plein de réponses à apporter à des questions comme ça. Alors moi, je pense qu'il faut respecter le rapport que chaque artiste a au monde. Hein. Il y a les introvertis qui sont dans l'interrogation de la psyché ou des pulsions humaines, etc., et qui transcrivent ça dans leur travail. Et puis il y a ceux qui sont tournés vers le monde. J'évoquais l'intérêt de Myriam Khan, par exemple, pour les événements, les guerres, les migrations, etc. Le tableau de Myriam Khan qui avait été mis en cause, là, soi-disant représentant un jeune garçon faisant une fellation à un homme plus âgé, en fait, elle s'est défendue en disant non, j'ai voulu représenter un homme puissant et un faible, et parce qu'elle avait vu des images un peu, j'imagine, de cet ordre, voilà, d'événements qui s'étaient passés en Ukraine hein, pendant la guerre. Donc c'est ça qu'elle avait voulu représenter. C'était évidemment pas une défense de la pédophilie. Bon, donc, mais bon,
nouvelles. Il y a un artiste français qui s'appelle Stéphane Pancréac, qui fait beaucoup de peintures qui sont en écho comme ça aux événements dans le monde. Notamment, il avait fait des très grands tableaux qui avaient été présentés à l'Institut du monde arabe au moment de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Bon. Et là, récemment, il a fait des portraits de Poutine et de personnages comme ça, qui sont assez impressionnants. C'est un peintre très, très puissant, je trouve. Ça, depuis une cinquantaine d'années, quoi. Donc, mais voilà, eux sont vraiment tournés vers le monde et puis peut-être aussi leur propre réaction subjective devant tout ça. Et puis il y a ceux qui sont, je répète, qui sont préoccupés par des questions théoriques, qu'est-ce que l'art, à quoi ça sert, etc. Bon, moi je pense que là, pour ça, je ne pense pas qu'il y ait un courant qui domine plus que l'autre, en fait. Il peut y avoir des passerelles. Pardon? Il peut y avoir des passerelles. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je pense que l'exemple encore là, de Myriam Khan, il est très bon pour ça, parce qu'elle va peindre ces corps là qui sombrent dans la mer, et puis elle va peindre, elle vit en Suisse, au fond d'une vallée, et puis elle va peindre aussi les paysages comme elle les voit autour d'elle, donc elle passe de l'un à l'autre avec la même technique d'ailleurs. Alors maintenant, sur produisant français, c'est ça. Comment? Non, je France. Alors, pour être honnête, je pense que... Alors, moi, j'ai fait souvent, à une époque, des éditos pour protester contre le fait que les Français ne défendaient pas suffisamment les Français. Je veux dire, les institutions françaises ne défendaient pas suffisamment les artistes français. On ne pouvait pas m'accuser de chauvinisme parce que mon magazine s'appelle Art Press sans E, que j'ai toujours beaucoup parlé des artistes américains ou autres, chinois ou africains. Bon, mais c'est vrai. Alors, ça s'expliquait aussi, je pense, en partie par le fait que moi, quand j'ai commencé à travailler, par exemple, à la fin des années 60, la France, culturellement, était un pays très fermé. Très fermé. Au contraire, les institutions françaises étaient très franco-françaises. Voilà. Et qu'il y a eu une réaction à ça, et que, disons, grosso modo, ma génération, puis la génération tout de suite derrière moi, a souffert de ça. Et quand il s'agissait de gens qui n'étaient pas seulement qui n'étaient pas des artistes, mais des critiques d'art, ou des galeristes, ou des responsables d'institutions, ils ont eu la préoccupation de faire venir des artistes de l'étranger, d'ouvrir en quelque sorte la France, pour montrer au public français qu'il y avait d'autres choses ailleurs. Alors peut-être qu'on a basculé dans l'excès inverse et que vraiment, je répète, moi j'ai fait des éditos pour dire, mais comment se fait-il que le Centre Pompidou fait encore une grande exposition de tel ou tel artiste allemand, et je ne sais pas, et que tel artiste français n'a pas encore eu une exposition. Bon, ça s'est corrigé au fil du temps, et je pense que c'est quand même moins le cas. Bon. Et en tout cas, ça n'a jamais été le cas. C'est beaucoup, alors je parle des institutions françaises, parisiennes, hein, c'était beaucoup un reproche qu'on pouvait adresser au Centre Pompidou, beaucoup moins au Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui a été longtemps dirigé par une femme, Suzanne Paget, qui est maintenant responsable de la programmation de la Fondation Vuitton. Elle a toujours, et d'ailleurs c'est un travail qui se poursuit, j'ai évoqué l'exposition Élion là récemment, mais auparavant Suzanne Paget a fait des grandes expositions sur Fautrier, sur des artistes qui ne sont pas des stars internationales, si vous voulez, mais qui méritent vraiment une grande rétrospective dans un musée, quoi. Et puis maintenant, vous avez aussi suffisamment d'institutions en région pour montrer des expositions qu'on ne voit pas à Paris d'artistes français. Hein. Encore une autre question? Non.
Oui. Peut-être une question sur la précédente, sur la technicité. Qu'est-ce que vous pensez d'Ockney qui utilise des iPads et inversement un Damien Hirst qui revient plutôt avec Cherry Blossom, avec de l'impressionnisme? Est-ce que pour vous ça s'inscrit vraiment dans leur trajectoire artistique ou est-ce que ce sont des coups marketing? Alors, moi, Damien Hirst, je ne me risquerai pas trop. Bon, Ockney, c'est un vrai passionné de la technique. Voilà. Et il a écrit des ouvrages là-dessus. Vous savez, par exemple, il y a un ouvrage sur la perspective de Ockney qui est vraiment passionnant. Enfin, vraiment, c'est sur l'optique aussi. Bon. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse aux outils de l'artiste. Donc, et puis qui a expérimenté le Polaroid, par exemple, avant de travailler avec un iPad. Donc, je pense que c'est vraiment c'est vraiment dans la logique de son travail. Moi, je dois dire que les cerisiers en fleurs de Damien Hirst, ça m'a pas complètement convaincu. C'est des beaux tableaux. On s'arrête là. Merci à toutes et à tous. Et merci beaucoup. Encore une fois merci. Merci Raphaël. Et donc vous pouvez acquérir les ouvrages de Catherine Guy auprès de notre partenaire Les Chemins du Livre et venir discuter un petit peu faire des éducations. Si elle a encore des choses à dire. Oui, il y a encore des choses à dire. Toujours des choses à dire. Merci à tous. Merci.